Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et on va vous faire, pour le deuxième épisode de la saison 2 d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Exact. on va faire un épisode sous notre format classique, là, avec le haut son de la cloche et dans vos poches. On veut quand même faire un petit mot avant, même le disclaimer, on veut quand même faire un petit mot, on ne parlera pas aujourd'hui là, de ce qui s'est passé en termes politiques là, aux États-Unis la semaine passée, le mercredi dernier pour être exact. C'est certain que c'est un sujet qui est quand même assez d'actualité, puis qui, si on peut dire, là, je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs français également, là, ça touche beaucoup au Canada et en France avec le concept de la démocratie là, qu'on a et qui se fonde beaucoup sur le fait que les Américains sont nos grands alliés là, dans le schéma politique démocratique. Donc c'est sûr que ça nous touche beaucoup. On verra si on en parle, là, dépendamment de s'il y a des conclusions. Présentement, je crois que c'est un petit peu trop chaud pour en parler. On va laisser le côté politique et juridique faire sa part. Là, on va faire comme Twitter, on va mettre le temps de l'inauguration de Biden, ce sujet en pause. Là, comme exactement, mais on en reparlera, mais effectivement, on espère que tout va se calmer là, pour nous, chez nos voisins du Sud là, et nos grands alliés, les Américains. Là, ça a été un événement assez marquant. Encore une fois, l'impact sur les bourses, on en reparlera peut-être dans un autre épisode, là, mais c'était quelque chose d'assez notoire qu'on voulait tout de même là, parler, là, même si on a deux sujets totalement différents pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vais te laisser Gab faire le disclaimer à ce moment-là. Oui, qu'il y ait, ces événements-là ou non, ça, on ne dérogera jamais au disclaimer. Heureusement ou malheureusement, là, ça rendu là, c'est votre choix. N'oubliez pas que tout ce qu'on parle, moi et JP, t'es dans le podcast, il s'agit vraiment de notre opinion personnelle. Les propos n'engagent que nous. Ça ne reflète pas en aucun cas une recommandation officielle de placement ou quoi que ce soit. On vous invite toujours, avant de prendre des décisions financières, si vous avez besoin d'assistance, à consulter un expert qui est autorisé aussi à pouvoir vous donner effectivement du conseil de manière professionnelle. Voilà. Exact. Donc, commençons avec notre premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet de cette semaine là, que j'ai voulu soulever à Gab, là, qui, on va le dire, là, concerne une industrie là, que j'apprécie beaucoup pour un de mes grands plaisirs de la vie de faire des voyages, mais qui en a pris beaucoup pendant l'année 2020. Là. On peut vous parler un petit peu plus de l'industrie de l'aviation et plus spécifiquement en fait des mergers and acquisitions, des fusions-acquisitions potentielles qui sont en train d'être discutées entre guillemets dans certains pays liés à l'industrie de l'aviation. Pourquoi? Parce que, encore une fois, et on va en parler sous peu, là, mais il y a eu une baisse assez notoire de la valeur des titres des compagnies listées boursières au niveau de l'aviation à travers le monde, principalement en Amérique du Nord, bien évidemment. Là. C'est ce qu'on va parler vu que c'est les marchés qu'on couvre souvent. Mais le but d'aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous en parler un petit peu plus. Également, on a fait des épisodes passés là, sur notre cher... on aimerait dire ami, mais ce n'est pas, mais Warren Buffett, qu'on admire d'une certaine manière. Qui avait vendu, si je me souviens bien, toutes ses actions. Là, par contre, je me souviens plus de la compagnie. Là. Effectivement, en fait, il y avait des actions dans plusieurs compagnies, dont Southwest, entre autres, et United. Il y avait un gros portefeuille dans l'aviation qui l'a tout vendu. Là, c'était dans le premier trimestre, si je ne me trompe pas, de 2020, là, en ayant, si on peut dire, des perspectives quand même assez pas très bonnes, si on peut dire, pour l'industrie. Oui, puis pour le moyen terme. Puis je pense pas que ça va, si tu me permets, JP, je pense pas que ça va revenir de sitôt. Hein. L'industrie aviation a pris probablement l'une des pires crises de son histoire. Faut le dire que le trafic aérien a été complètement réduit depuis la pandémie. C'est sûr que les restrictions de déplacement ainsi que tous les tests, etc. Moi-même, je pars dans quelques mois aussi en vacances. Puis je me demande aussi comment va se passer effectivement les déplacements, etc. Je sais que maintenant, il y a même des gouvernements qui demandent avant que tu rentres sur leur territoire que tu aies un test négatif, etc. Ou demandent un vaccin peut-être à terme. Donc c'est une industrie qui a beaucoup souffert. Puis comme vous le savez, évidemment, quand les prix des actions diminuent, c'est sûr que c'est un cadre propice. C'est un cadre propice à des OPA, donc des opérations d'acquisition OPA hostiles ou non. Là. C'est sûr qu'on va revenir évidemment moi et JP là, sur plusieurs exemples, là, aux États-Unis principalement, puis au Canada où il y a eu des grosses fusions, des grosses transactions. Exact. Le côté européen, je sais qu'il y a eu plutôt des grosses faillites. Moi, je me souviens particulièrement là, chez Thomas Cook, là, au côté britannique. Alors, c'est une industrie qui est passionnante, mais en même temps qui
qu'amène énormément de la pandémie, va amener énormément de challenges. Exactement. Pour vous donner quelques chiffres, c'est justement ça. Là. Comme Gab, tu l'as dit, là, ça a été, si on peut dire même, je crois, l'industrie la plus touchée au niveau de l'année 2020 à cause de la COVID. Effectivement, comme tu as dit, les restrictions au déplacement, bien évidemment, ça a réduit le nombre de passagers qu'il y avait dans les avions assez drastiquement. En fait, pour vous donner des infos, là, si on se fait juste sur le marché américain, là, qui bien évidemment, avec la quantité de personnes et l'importance de l'industrie, a beaucoup de données, à part dans les grandes fêtes, là, c'est-à-dire dans la période des fêtes qui viennent de passer, et même le fameux Thanksgiving aux États-Unis où le niveau d'achalandage était un peu plus bas, mais quand même comparable aux années précédentes. Le restant du temps, il y a à peu près des chutes drastiques. Là, pour vous donner une idée, les compagnies aériennes ont coupé leurs coûts en moyenne de 45,8%. Mais c'est insuffisant parce que la baisse des revenus était quand même de 60,9% malgré le fait qu'il y avait 45% de baisse des coûts. Les gouvernements ont tenté de subventionner. Là, on sait que c'est beaucoup aux États-Unis qu'on a entendu parler. Encore une fois, mais il y a eu des mises à pied là, massives, entre autres des pilotes et tout le personnel aérien là, au niveau des compagnies aériennes américaines. Puis des hôtesses de l'air. Là, exactement. Donc, il y avait des packages de subventions que le gouvernement mettait en place dans le but d'essayer de sauver les emplois, mais qui étaient avec des dates temporaires X. Je crois qu'il y en a un qui finissait en octobre. Il y en a eu un nouveau stimulus qui vient d'être négocié, qui se termine, je crois, en mars 2021. Mais il y a vraiment eu beaucoup de pertes d'emploi, des coupures de coûts. Les revenus ont chuté drastiquement. Une autre stat qui était assez intéressante, c'est qu'en 2020, là, je crois que c'est à l'échelle mondiale, les pertes par passager étaient à peu près de 66$ US dans l'industrie en général. Donc le fait d'avoir un passager dans l'industrie, ça coûtait 66$ à la compagnie aérienne à travers le monde. Là. Au niveau d'une moyenne, comme on l'a dit, je crois que c'était à peu près 118,15 milliards de dollars total au niveau des pertes pour l'industrie complète là, en dollars US, encore une fois. Donc ça vous donne quand même une idée là, que même avec les chiffres, c'est épouvantable. Le fait de mettre un avion dans le ciel faisait perdre de l'argent aux compagnies. C'est ce qu'on va parler sous peu également. Ces compagnies-là avaient quand même, pour certaines, d'une grande ampleur, avaient beaucoup de liquidité. C'est le genre de compagnies qui vont souvent maintenir quand même pas mal de cash liquide et disponible. Mais la grande particularité qui s'est passée, on va parler de certains cas, ce cash-là a été réduit constamment parce que si les subventions n'étaient pas suffisantes et que ça coûtait 66$ US pour mettre un passager dans le ciel, c'était les liquidités qui y passaient en premier. Donc ça a été vraiment l'élément le plus notoire. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est ça, le nombre de passagers, encore une fois, sur l'année, a été d'à peu près 1,8 milliard. C'était une baisse de 60,5%, je pense, par rapport à l'année 2019 également, uniquement en 2020. Donc, c'était absolument épouvantable comment est-ce que ces compagnies-là ont eu de la misère à performer. Et qui dit la performance est moins bonne, dit également, et c'est ce qui va nous amener à parler un peu du sujet qu'on voulait aujourd'hui, la valeur des titres boursiers a chuté drastiquement pendant l'année 2020, justement à cause de leur performance qui était absolument épouvantable et aussi à cause des perspectives pour les années à venir qui n'étaient pas excellentes parce qu'il y a de l'incertitude. On ne peut pas dire en 2021 ça va bien aller, les vaccins. Il y a tellement d'impondérables et d'éléments qu'on ne sait pas, qu'on ne contrôle pas, qui vont nous permettre de remettre les avions dans les airs, de remettre des passagers qui vont vouloir voyager, qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour le moyen terme, encore une fois, de dire c'est quand que les compagnies aériennes vont recommencer à pouvoir opérer de manière rentable, sans subvention gouvernementale. Ben, je sais que j'avais écouté il y a quelques semaines de cela, justement, la présidente d'une compagnie aérienne canadienne qu'on va nommer un peu plus tard, là, vous allez comprendre, puisque c'est un exemple très intéressant, qui disait qu'il n'attendait pas à avoir de la rentabilité avant mi-2022. Pardon, là. Donc c'est clair que aujourd'hui, les compagnies aériennes tentent de survivre. Puis je dirais toute la chaîne de l'industrie de l'aviation, parce qu'on peut penser tout de suite aux compagnies aériennes, mais derrière les compagnies aériennes, vous le savez, leurs fournisseurs, ce sont les fabricants d'avions. Donc évidemment, Boeing et Airbus sont les premiers concernés. On a notre Feu Bombardier, là, qui ne fait plus beaucoup d'avions dans le domaine du passager, le plus des avions privés. Notre fleuron, entre guillemets, local, Bombardier. On n'embarquera pas sur le sujet. Peut-être une autre fois, là, mais il y a eu certains éléments de concurrence qui ont fait en sorte que Bombardier ne fait plus vraiment dans l'aviation maintenant. Félicitations à Airbus pour la transaction, mais bon, un autre sujet. On va dire Embraer, alors, comment dire, comme alternative, mais bon. C'est vrai que tout ce secteur-là, puis il faut se dire, pareil, Airbus et ces genres de trucs, ils ont des fournisseurs. Les moteurs, j'avais entendu il y a quelques temps, Rolls-Royce justement délocaliser complètement ses usines au Royaume-Uni, donc pour la motorisation des avions. Là. Donc c'est une industrie qui déjà était entre guillemets, qui était déjà pas quand même en bonne performance, mais qui avait de la difficulté aussi. Puis ça on a un YouTuber qu'on regarde pas mal avec JP, là, puis que je peux vous recommander la chaîne qui est Wendover Production, où justement la concurrence est très rude. Il y a énormément, et d'où l'intérêt évidemment quand on fait c'est d'où l'intérêt du sujet d'aujourd'hui,
quand on fait de la fusion-acquisition, le but, c'est ça, c'est d'optimiser ses coûts, c'est d'optimiser la rentabilité, etc. Puis c'est de permettre d'acheter en ce moment, évidemment, des entreprises à un coût plus faible. Exactement. Et bien évidemment, on parle de tout ce qui est l'industrie de l'aviation, oui, mais de passagers. On ne va pas parler de ce qui s'est passé au niveau de la marchandise. Parce que c'est un contexte complètement différent. Là. Vous avez probablement entendu parler, puis encore une fois, on veut juste effleurer le sujet aujourd'hui, mais plusieurs compagnies qui faisaient dans le monde du passager ont retiré les sièges de leurs avions pour mettre du cargo au final. Ouais. Donc le cargo a été une industrie qui a eu beaucoup de besoins par le fait que tout le monde était chez soi, on achetait souvent en ligne, il y avait beaucoup de transports qui étaient à faire et les compagnies classiques là, de ce monde, là, les FedEx et compagnie, n'avaient même plus la capacité tellement il y avait de colis à déplacer qu'il y a plusieurs compagnies aériennes. On pense, je crois qu'il y a Emirates entre autres qui en faisait beaucoup en Asie là, avec la capacité de leurs avions qui était quand même assez énorme. Ils ont trouvé le moyen parce qu'ils ont des A380 Exactement. Aussi beaucoup. Là, mais ils ont trouvé le moyen de faire du cargo pour, encore une fois, la compagnie en tant que telle qui faisait dans les deux, dans le passager et dans le cargo, n'a pas été rentable, mais le secteur du cargo a été en certaine expansion pour l'année 2020. Donc ça, on l'effleure, mais on ne veut pas. C'est vraiment du passager qu'on parle. Ouais, exact. Et puis c'est sûr, le but, encore une fois, c'est d'être généraliste, mais puis qu'on puisse parler d'une industrie qu'on connaît aussi un peu plus, là, honnêtement. Là, parce que Effectivement. Le cargo, je connais pas trop. Effectivement. Donc, ce qu'on voulait aussi rajouter, en fait, comme je vous ai dit, là, puis je suis très chiffré aujourd'hui là, pour mettre des faits, là, mais encore une fois, on voulait vous parler plus spécifiquement du contexte américain en premier. Là. Il y a le fameux Big Four dans le domaine de l'aviation de passagers aux États-Unis qui est American Airlines, United, Southwest et Delta. Uniquement dans l'année 2020, ils ont perdu, alors que c'est des grandes compagnies, là, encore une fois, on ne parle même pas des petites, ils ont perdu 36% de valorisation boursière en un an, uniquement pour le Big Four américain. Je n'ai pas des données sur les plus petites compagnies, mais ça vous donne une idée. Les compagnies les plus stables, en général, qui sont les plus performantes également et qui ont le plus de parts de marché, ont perdu 36% en moyenne en un an. Là. Donc, ça vous montre que plusieurs industries qu'on a parlé dans les derniers épisodes ont eu une tendance baissière autour du mois de mars-avril et ça a remonté relativement bien. Les marchés ne se portent pas mal présentement en termes de valeur, mais le secteur de l'aviation, lui, n'a jamais vraiment repris réellement après la chute du mois de mars. Puis ce qui est fou aussi, c'est que justement, ces 4 grandes compagnies américaines aussi sont des motrices dans l'aviation mondiale. Là. Souvent, justement, on parle souvent, il y a de plus en plus d'alliances en fait, entre compagnies aériennes internationales. Là. Oui, effectivement. Les fameuses One World, SkyTeam, puis je crois que c'est... Sky Alliance, ou un truc de même. Ouais, la Sky Star Alliance, ou un truc de même. Air Alliance, enfin bref. Et tout ça, à chaque fois, vous retrouverez des compagnies qui font partie de ce réseau-là. Donc souvent, quand tu as une entreprise entre guillemets, qui fait partie de ton alliance, tu as un bon tracker, entre guillemets, un bon comparatif, par exemple, pour l'industrie mondiale. Donc, quand tu as les 4 compagnies qui vont mal... c'est clair que les compagnies américaines qui vont mal, ça veut dire que plus généralement, l'industrie mondiale de l'aviation va mal. Alors c'est sûr que, évidemment, dans ce genre de cas, il y a comment dire aussi... donc là, c'est sûr, on a parlé du Big Four, mais c'est vrai qu'à côté de ces 4 grandes compagnies, il y a des compagnies plus mineures, puis c'est là où ça va devenir intéressant. La première qui me vient en tête, c'est JetBlue, qui est une autre compagnie. Je dois vous avouer, je suis moins familier avec JetBlue, mais je sais que leur modèle d'affaires est un peu différent. Là. Si je me souviens bien, on en avait parlé en off-GP. Leur hub, c'est pas les mêmes que United. Non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant. Puis justement, comme tu disais, là, on vous parle en fait plus spécifiquement il y a eu quelques rumeurs là, et quelques tractations qui ont commencé. On a entendu parler d'une potentielle offre effectivement de United Airlines pour JetBlue. Encore une fois, il n'y a rien de confirmé. Là, c'est vraiment juste des bruits qui se passent présentement au niveau de Wall Street, mais c'est quand même intéressant. Puis on voulait vous les soulever aujourd'hui. Mais effectivement, United Airlines n'était pas vraiment dans le hub sur la côte Est, il n'était pas vraiment centralisé ou il faisait pas tant que ça de vol vers Washington, alors que JetBlue était effectivement bien positionné au niveau de Washington, avec, comme on a parlé tout à l'heure, le fait que les valorisations boursières étaient en chute, avec le fait que l'industrie de l'aviation essaie de se réorganiser. Là, un choc aussi majeur dans l'industrie amène une propension à avoir des fusions-acquisitions, oui, parce que les valeurs boursières sont très basses, mais aussi parce qu'il faut qu'il y ait du changement. L'industrie ne peut pas survivre comme ça, et ça prend du renouveau. Donc, effectivement, United regarde vers JetBlue, qui a perdu beaucoup de valeur au niveau de JetBlue, bien évidemment, et United étant une des grandes compagnies, ont subi des difficultés au niveau de leur liquidité, oui, mais avec toutes les subventions que le gouvernement ont données, United continue quand même d'avoir, selon ce qu'on comprend, une certaine capacité pour faire une acquisition avec de l'actif, là, avec leur liquidité, mais aussi avec de la dette, comme on sait toujours. Là. Mais ils regarderaient effectivement peut-être vers une acquisition de JetBlue et si on peut dire, là, d'aller se repositionner
vers la côte Est, vers Washington, mais aussi JetBlue qui offre un service qui est un petit peu dans une autre gamme de prix par rapport à United. Le Big Four offre souvent des prix qui sont dignes d'un Big Four. Là. C'est les grandes compagnies qui sont partout. Leurs prix sont un petit peu, peut-être en moyenne, plus élevés que JetBlue, qui fait partie plus des compagnies moyennes. Le Big Four, c'est un peu comme l'équivalent de chez ici, par exemple, de Air Canada ou de Air France. Hein, le service, entre guillemets, attendu par le passager, c'est un service, entre guillemets, quand même pas haut de gamme, mais entre guillemets médium, quoi. T'es vraiment médium. Je sais qu'aux États-Unis, c'est vrai que le segment du low cost était un peu plus en difficulté, là, un peu comme par exemple l'équivalent du Ryanair comme on a en Europe, là, qui est pour le coup de plus en plus populaire, là, les Ryanair, là, je me souviens plus celui qui a le logo orange, là, ouais, c'est EasyJet. EasyJet, c'est ça. EasyJet, puis l'autre, là, le truc espagnol, enfin bref, là, il y en a plein, là. Et c'est vrai, comment dire, que le segment du low cost aux États-Unis est concentré auprès de plus petites compagnies. Si je me souviens, il y a Spirit, si je me souviens, qui est une compagnie Spirit Airways. Puis c'est pareil, eux ils sont basés plus sur les grandes liaisons. Vous pouvez pas amener de bagages, effectivement, même en cabine vous êtes limité à un tout petit bagage cabine là, gratuit là. Exactement. Et puis tu parles de Spirit, ça amène justement à une autre fusion en question entre guillemets là, qui est sortie. Là. Encore une fois, comme on le dit aujourd'hui, là, c'est vraiment pour vous soulever le point sur le bruit qui court dans l'industrie et qu'on entend parler là, sur plusieurs sites boursiers américains. Mais effectivement, Spirit avec Frontier et Allegiant, qui sont vraiment des plus petites compagnies. Là, je crois qu'à eux trois, ils ont moins de 10%, moins de 5% même des parts de marché aux États-Unis. Mais ils parlent que justement avec le contexte financier qui n'est pas facile, ces trois compagnies-là n'ont peut-être pas avantage à survivre séparément, mais il y aurait peut-être un avantage assez notoire de faire une fusion ensemble et de devenir une seule et même compagnie. Encore une fois, c'est du low cost, donc il deviendrait un petit peu... Il va faire de l'économie de coût, encore une fois. L'économie de coût, mais il deviendrait aussi une espèce d'entité commune qui serait quand même spécialisée dans le low cost, parce que comme tu l'as dit, Gab, le low cost n'est pas quelque chose de hyper développé aux États-Unis du tout et au Canada non plus d'ailleurs. Donc c'est effectivement quelque chose d'autre qu'on entendait parler avec Spirit, Frontier et Allegiant, avec cette possibilité-là de fusionner. Justement, c'est peut-être intéressant qu'on fasse un petit point sur le low cost. Là. Moi, de mon avis, le point clé, pourquoi est-ce que l'Amérique du Nord n'a pas de facilité à avoir du low cost, c'est, bon, ça comme tout le monde le sait, c'est la grandeur des pays, on va s'entendre, là, avec les États-Unis et le Canada, c'est pas facile de faire du low cost avec la distance à couvrir entre les différentes destinations, et aussi, puis ça, vous le savez très bien en Europe, encore une fois, moi-même, quand j'ai fait mon échange d'étudiants en Europe, je le savais très bien, les Ryanair, EasyJet et compagnie vont souvent atterrir dans des hubs qui sont des Charleroi de ce monde en Belgique, là, plutôt qu'à atterrir à Bruxelles. Ou à Beauvais, ou que t'atterris à Beauvais. Là, exactement. Chaud. Donc c'est un peu ça, c'est qu'il y a des options d'avoir des aéroports qui vont donner des coûts beaucoup plus faibles pour les compagnies aériennes, mais qui sont pas très loin des centres urbains, alors que si on regarde en Amérique du Nord, et le Canada en est un, la distance est tellement large que si on veut aller à Calgary, en Alberta, c'est triste à dire, mais on va atterrir à l'aéroport international de Calgary, en Alberta. On va pas aller atterrir à Edmonton. On peut pas atterrir dans une autre province à côté parce qu'on va pas aller dire, OK, on va aller au Nunavut, dans un territoire nordique, atterrir sur une petite ligne tranquille. Il n'y a pas la capacité, malheureusement, puis il n'y a pas d'option. Les distances sont tellement grandes. Puis je pense qu'aussi, l'autre truc aussi qui est majeur, c'est vrai que les EasyJet et les Ryanair de ce monde, ils sont capables, ils ont souvent le même avion. Souvent, ils ont des A320. Souvent, c'est un modèle standard. Ouais. Donc, ils peuvent couper beaucoup plus sur l'entretien de l'appareil. Hein. Puis, le payroll aussi, beaucoup plus maîtrisé. L'avion reste jamais au sol. Non, exactement. Il passe son temps un peu comme un train. Il passe son temps le fait qu'il soit stationné à rien faire, l'avion coûte de l'argent. C'est pour ça que souvent, on le voit souvent en Europe, des offres assez incroyables où des fois l'avion est moins cher que le train. Pour 40 €, vous faites un aller-retour Paris à Barcelone, alors que ça prend 1 heure d'avion. Puis tu pourrais te dire que l'avion, étant donné que c'est plus cher parce qu'il y a du carburant beaucoup plus, c'est plus cher. Mais la réalité, c'est que Ryanair est tellement malin dans son optimisation des moindres coûts qu'ils sont rentables. Si vous le font à 40 €, l'aller simple, c'est qu'ils font de l'argent, encore une fois. Tout est maîtrisé. C'est sûr que cette année, c'est encore une fois un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est un cas de propice. Je voudrais qu'on revienne, JP, si tu le permets aussi, c'est ça, sur le contexte, parce que je trouve que le contexte est encore une fois assez intéressant. Sur le contexte canadien, c'est vrai que nous, on n'a pas ce système de Big Four, puisqu'on a, en réalité, on a 3 grandes compagnies
existants. La plus grande, évidemment, étant Air Canada. Air Canada, qui d'ailleurs, pour information, d'ailleurs, était une ancienne compagnie publique. C'était une compagnie qui appartenait au gouvernement canadien avant qu'elle soit privatisée. Donc ça, c'est quand même le fait intéressant. Là, ça a toujours été le fleuron, si on peut dire, de l'aviation canadienne, maintenant étant privé, effectivement. Comme notre... là, je fais cocorico, encore une fois, comme notre Air France, qui était, comment dire, pareil, qui est toujours... L'État est toujours actionnaire de Air France de manière importante, là. Mais comment dire, Air Canada, c'est sûr, évidemment, et puis il y a le monopole aussi, faut le dire, sur certaines lignes aériennes, ils sont les seuls, on ne peut pas faire par exemple Montréal, Toronto par exemple, avec une compagnie américaine, là, les droits, les lignes américaines. Ouais, effectivement, il y a des trucs de compétition. C'est ça, il y a des droits spécifiques, etc. pour les places. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, là, mais c'est vraiment notre grosse compagnie. Puis il y a deux compagnies un peu plus petites. La première étant Air Transat, là, qui est une compagnie basée à Montréal. Compagnie québécoise à la base, effectivement, qui a été fondée par le premier ministre du Québec actuel, qui n'est d'ailleurs, pour fin politique, n'est plus actionnaire, ne détient plus aucune part dans la compagnie, mais effectivement, c'est le premier ministre du Québec qui était fondateur initialement avec un collègue, je crois. Oui, puis la troisième, c'est WestJet, qui est une compagnie aérienne qui est basée, si je ne m'abuse, à Calgary, pour le coup. Effectivement, qui, comme le nom le dit, est plus au niveau de l'Ouest canadien. Eux, ils sont plus basés, pour le coup, sur low cost, honnêtement, comme Air Transat, d'ailleurs. Transat, WestJet, fort similaire, effectivement. Ce qui est intéressant, puis c'est justement, on en parlait, les fusions-acquisitions, c'est qu'est-ce qui se passe dans le contexte canadien présentement, justement. C'est le fait que Air Canada, qui est encore une fois la grande compagnie, souvent le visage des vols internationaux canadiens également, va être en train de faire l'acquisition qui n'est pas confirmée, je crois, là, mais qui est encore en tractation. C'est presque. Mais en fait, il reste encore des accords de certaines pour la concurrence, entre autres, si je ne me trompe pas, de la Commission européenne, bref. Mais Air Transat serait sur le point d'être acquise par Air Canada, effectivement. Et donc, il y aurait Air Canada Transat sous un seul groupe, si on peut dire, et WestJet d'un autre côté qui resterait pour l'instant toujours indépendant. Et il y a quelques petites compagnies par-ci par-là qui sont... Mais ça pose des questions, c'est sûr, en termes de concurrence, là, effectivement, parce que c'est vrai que l'alternative Transat était très populaire, honnêtement, au Québec, là, pour les liaisons, pour le coup. Faut avouer que le marché canadien de l'aviation est plus Canada, liaison vers les États-Unis, liaison vers les îles, évidemment, des Caraïbes, qui sont des destinations assez populaires ici, et vers l'Europe. Et c'est vrai que c'est ces trois pôles, entre guillemets, de destination qui sont importantes là, ici. Et c'est vrai que Transat avait quand même un avantage en termes tarifaires là, pour les clients, souvent pour les destinations, par exemple, vers l'Europe. Et c'est vrai que c'est une compagnie qui reste encore très populaire. La question est de savoir comment va se passer, évidemment, cette acquisition. Est-ce qu'elle va déjà être approuvée par le Bureau de la concurrence ? Est-ce que, encore une fois, étant donné de la situation qui peut être litigieuse d'un point de vue de concurrence pure, en termes de compétition commerciale, puis est-ce que d'un point de vue financier, est-ce que ça fait du sens pour les actionnaires ? Probablement oui, étant donné que toutes ces compagnies-là sont en très grosse difficulté. Exactement, en particulier Transat. Ouais. Air Canada aussi, il faut avouer, est sujette quand même aussi à de grosses difficultés aussi. Exactement, mais encore une fois, c'est à suivre. Encore une fois, on voulait vous soulever quelques cas aujourd'hui là, pour le cas de Transat et tout. Effectivement, comme on a dit, là, c'est intéressant de suivre qu'est-ce qui va se passer, mais informez-vous encore une fois sur le domaine de l'aviation, le secteur de l'aviation. Encore une fois, ne soyez pas surpris. Comme Gab, tu l'as dit, oui, ok, il y a eu quelques faillites, mais regardez beaucoup sur les fusions-acquisitions, parce que la valorisation boursière et certaines compagnies ont la capacité de faire des acquisitions, et malgré le fait que l'industrie est incertaine pour les mois et les années à venir, il y a quand même de très belles opportunités, parce que c'est une industrie qui est quand même très stable en général lorsque tout se passe bien et que les voyages d'affaires et les voyages de tourisme classiques ont lieu. Donc regardez ça, très intéressant à lire là-dessus. Passons maintenant à notre deuxième segment, Dans vos poches. Parfait. Donc, le sujet de cette semaine qui est, encore une fois, très d'actualité, là, avec l'incertitude que les marchés offrent, comme on a parlé là, dans les dernières minutes, justement, avec une industrie précise, c'est le fait d'investir dans l'or. On parle souvent là, dans le contexte du podcast là, des marchés, des titres, des actions, des obligations, etc. Plus rare qu'on a parlé de commodités. Donc aujourd'hui, on veut vraiment faire un topo complet sur l'or qui est, et ça, on va un petit peu décortiquer tout ça, là, mais est un peu considéré comme étant un refuge lorsque les marchés sont volatiles. Et même vos grands-parents, ils connaîtront ce concept de valeur refuge. L'or, ce sera toujours précieux. Là. C'est sûr que c'est le métal, effectivement, qui est le plus
entre guillemets noble, hein, évidemment. L'or, ça inspire, de tous les temps, ça a inspiré toujours l'admiration, entre guillemets, des gens. C'est vrai que là, avec les pierres précieuses, et puis c'est vrai que depuis tout temps aussi, c'est une monnaie d'échange. Hein. C'est ce qui fait aussi que ça a cette réputation-là. Là. Exactement. Donc, ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu de l'or en tant que tel, là, de comment fonctionne, si on peut dire, le cours de l'or ou la valeur de l'or en tant que tel. Mais également vous parler d'un petit peu comment est-ce que si vous vous y intéressez, c'est quoi les options pour investir dans l'or. Parce que ça peut paraître curieux, là, mais faut pas que vous preniez un outil là, pour aller dans une mine puis aller récupérer de l'or par vous-même puis payer à la sortie la valeur. Oui, surtout que ça risque d'être compliqué. Exactement, ça c'est un petit peu compliqué effectivement, mais il y a des manières financières quand même assez intéressantes, donc on va vouloir vous parler un peu de ça. Je sais pas si tu veux commencer, Gab, un peu avec le concept de l'or. Encore une fois, bon, on l'a dit, c'est une commodité, là, c'est quelque chose qui existe, qui est concret, si on peut dire. Oui, puis c'est ça, une commodité, c'est ou ce qu'on appelle les matières premières, ça fait partie, ce sont des actifs qui ont toujours été transigés. Là, je te l'ai dit que de tout temps, même au Moyen-Âge, l'or était déjà une monnaie d'échange, puis même jusqu'à très récemment, en fait, jusque dans les années 60, 70, en fait, avec les accords de Bretton Woods, l'or était même un étalon, en fait. Donc, on parlait d'étalon or à l'époque, c'est-à-dire que les monnaies étaient basées sur un montant qu'on pouvait changer en grammes d'or, etc. Donc à l'époque, même dans le système monétaire était vraiment basé effectivement sur l'or. Donc c'est vrai que c'est une commodité entre guillemets qui a toujours eu cet aspect entre guillemets de c'est toujours quelque chose que je pourrais avoir contre mon argent. Et c'est vrai que c'est ça qui va faire la force entre guillemets de l'or. Et souvent les investisseurs, oui, ils vont utiliser l'or comme une valeur refuge. Alors comment on peut définir cette valeur refuge ? C'est qu'en gros, quand les marchés pètent, souvent la valeur de l'or a tendance à être inversement corrélée, effectivement, avec les cours avec les cours boursiers. Exactement. Souvent, en fait, elle va souvent être liée ou reliée directement au cours du VIX. C'est ça. Qui est normalement inversement de l'état des marchés. Voilà. On appelle ce phénomène-là, d'ailleurs, en finance, on appelle ça un bêta négatif. Donc c'est en gros, c'est-à-dire que c'est inversement proportionnel, effectivement, au rendement du S&P 500. Donc un exemple simple, pour vous donner un exemple simple d'un bêta négatif, c'est-à-dire imaginons que le S&P 500 fasse 10%, il y a de grosses probabilités pour que l'or fasse par exemple moins 5% de rendement annualisé. C'est ça le bêta négatif. Et c'est vraiment cette relation-là qui intéresse souvent les investisseurs. C'est que ça permet de diversifier en fait essentiellement un portefeuille, d'avoir ce genre d'actifs et de protéger en fait le portefeuille, contre justement les effets de marché qui parfois la corrélation en fait des marchés là. Exactement, et puis tu sais, d'une certaine manière, on va vous parler des différentes méthodes, comme on l'a dit, mais si on parle uniquement du bon vieux fait d'acheter des lingots d'or, là, plusieurs personnes voient justement la logique de la volatilité des marchés, de dire, d'avoir un lingot dans mes mains, qui est, mettons, juste n'importe quoi, là, ça vaut 10 000 $ d'or que j'ai physiquement devant moi, au moins j'ai investi dans quelque chose qui va me donner de la plus-value, mais que je peux physiquement avoir. Tu sais, je ne suis pas dans les marchés où c'est volatile et je détiens des parts dans des compagnies, mais c'est très abstrait. Là, j'ai vraiment du concret. J'ai quelque chose dans mes mains qui est un lingot. Ce qui est pertinent et intéressant, par contre, c'est le fait que on qualifie ça de valeur refuge, mais officiellement, le terme valeur refuge serait aussi un concept que ce serait un actif qui serait transigeable, oui, mais qui aurait une tendance haussière relative continue, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'or. Comme Gab, tu l'as dit. Ce serait plus l'immobilier, le cas C'est ça, parce qu'officiellement, l'or est quelque chose qui va souvent monter lorsque les marchés vont moins bien aller et descendre lorsque les marchés vont mieux aller, selon la logique de l'offre et la demande, bien évidemment. Et donc, c'est un petit peu ça qui est intéressant. C'est une valeur refuge, mais moi, je mettrais un petit astérix pour cette logique-là. Si on parle purement, encore une fois, du lingot en tant que tel, ce qui est pertinent aussi de savoir, c'est que oui, vous avez un lingot, mais vous vous fondez uniquement sur la plus-value à la revente de cet actif-là, parce que vous n'allez pas obtenir de dividendes, vous n'allez pas obtenir de versement périodique de votre lingot d'or. Vous ne pouvez pas juste vous couper un petit morceau de votre lingot puis mettre dans vos poches. Malheureusement, c'est quelque chose qui va être uniquement basé sur de la plus-value. Il n'y a pas de virement, il n'y a pas de versement, il n'y a pas rien de périodique que vous allez pouvoir obtenir, comme c'est le cas dans le domaine des actions avec les dividendes. Donc, c'est
c'est un cas assez intéressant et qui, historiquement, a toujours été le cas. Il y a toujours une tendance vers l'or lorsque la volatilité des marchés est existante. C'est le cas un petit peu présentement, encore une fois, parce qu'il y a de l'incertitude dans le monde en général là, sur bien des choses. On a parlé des États-Unis au tout début. On parle du vaccin également, que c'est un peu compliqué au niveau des livraisons. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, l'or a eu une certaine tangente vers la hausse, si je ne me trompe pas, dans les derniers mois. C'était la même chose, encore une fois, là, au courant du premier trimestre, la fin du premier trimestre de 2020. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez concept. Je sais pas si Gab, tu voudrais nous parler. On vous a parlé un peu de la logique d'acheter des lingots d'or. Là. On va le passer, là, c'est la première option. Donc, soit vous faites affaire avec votre banque qui peut vous donner des lingots d'or si vous les commandez. Je sais pas c'est quoi, la mint en anglais, là, mais de votre pays pourrait également, la banque centrale pourrait également vous donner des lingots d'or physiques qui doivent être conservés dans un état exact parce qu'encore une fois, c'est un actif, mais il ne peut pas se détériorer. La valeur est fonction de ce que vous avez devant vous. Là. Oui, puis c'est vrai que souvent, alors il y a aussi l'option, c'est évidemment du bureau de change. Hein, ça, je veux dire, comme comme vous achèteriez des devises là, dans les Travelex, etc. La plupart font aussi agent d'or. C'est vrai que je dirais puis le problème majeur de détenir de l'or comme ça, il y en a j'en vois deux. Le problème, c'est que vous le savez, la plupart du temps, quand vous faites affaire, évidemment, quand vous voulez acheter de l'or, évidemment, le cours acheteur et vendeur n'est pas le même. C'est-à-dire, évidemment, le vendeur, il doit faire un profit, lui, parce que lui, sinon, ce serait trop beau. Là. Ici, et cette profit ou cette commission de change, c'est sûr qu'elle vous la payez à chaque fois que vous effectuez des transactions sur l'or. Donc, c'est sûr que ça peut être problématique. Le deuxième, c'est que la détention physique, tu l'as bien dit, JP, non seulement elle n'apporte pas de revenus, mais même pire que ça, elle peut coûter de l'argent. Je vois mal, il y a la fameuse expression conservé sous son matelas, là, ses billets, etc. Mais ça n'empêche, si moi j'achetais de l'or, personnellement, je le garderais quand même dans un endroit sécurisé, du genre un coffret de sûreté dans une banque, ou soit je le mettrais dans un coffre-fort à la maison. C'est sûr que ça, c'est pas gratuit, puis ça peut vous coûter soit des frais annuels, soit justement un investissement dans un coffret, par exemple dans de la surveillance à la maison, etc. Chose qui peut être, entre guillemets, problématique. L'alternative, je dirais, principale, c'est sûr que l'alternative principale, c'est d'acheter ce qu'on appelle des certificats d'or. Alors ça ressemble un peu, effectivement, à de la détention physique d'or, parce qu'en fait, cet or-là, il est stocké, mais dans un entrepôt, par exemple, chez votre courtier en valeurs mobilières, ou dans une banque centrale, etc. Donc, il est surveillé, je dirais, par le meilleur système de sécurité, probablement, que vous pourriez vous acheter. Puis, vous pouvez les échanger. Alors, ça, l'idée, c'est que ça ressemble un peu à une action, c'est que vous achetez effectivement ces certificats-là et vous pouvez les revendre. C'est sûr que ce n'est pas un marché organisé comme une bourse traditionnelle. Effectivement. Donc tu ne peux pas, ça marche pas comme la bourse où tu cliques sur un bouton, parfait, c'est vendu. Non, il faut que tu trouves un autre investisseur ou que la société qui gère ton or t'accepte de te revendre ton or pour tel montant. Et là, c'est vrai que le principe de commission peut toujours s'appliquer. Donc c'est vrai que c'est une deuxième alternative, mais qui, moi, me paraît, entre guillemets, quand même limitée du fait qu'elle est faiblement liquide. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre comme ça ton or. Là. Exactement. Donc, une autre option qui, tu me passes la balle un peu là-dessus, mais qui est beaucoup plus liquide et beaucoup plus organisée, c'est le fait d'acheter des FNB, des fonds négociés en bourse ou en anglais des ETF, des Exchange Traded Funds, qui vont répliquer le cours boursier de l'or. Il y en a beaucoup, on va s'entendre, peu importe la bourse. C'est le cas, bien évidemment, sur la bourse américaine, là, où vous pouvez investir dans un ETF si vous faites encore une fois vos investissements par vous-même, par une bonne vieille plateforme de courtage, dans le but encore une fois de faire l'acquisition de ces parts-là. Ça va suivre le cours de l'or, vous pouvez les revendre quand vous voulez d'une certaine manière, comme si vous déteniez un fonds négocié en bourse, un FNB sur le S&P 500. C'est la même logique, ça suit le cours de l'or, vous n'avez pas aucune détention physique, mais vous répliquez le cours de cette commodité-là sur les bourses. Encore une fois, ça ne sera pas exactement identique, ça ne sera pas le cours exact comme si vous aviez un bon vieux lingot d'or dans vos poches, mais ça va le répliquer de manière le plus adéquate possible en fonction du cours. C'est souvent la fonction aussi la plus facile, c'est que la plupart du temps aussi les FNB, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre dans un compte de courtage, donc la plupart du temps, si par exemple vous êtes dans des régimes de placement spécifiques qui sont admissibles aussi, donc vous pouvez en gros optimiser aussi fiscalement votre détention d'or, ce qui n'est pas le cas que si vous le faisiez chez un agent de change où là vous devriez déclarer aussi des gains de courtage, des gains sur la plus-value par exemple. Voilà, vous devriez payer de l'impôt sur la plus-value. Là. Puis
Point important quand même, et ça je tiens à le préciser, c'est que tout de même, il n'y a pas de cours officiel de l'or. L'or n'est pas une plateforme, il n'y a pas de cours entre guillemets centralisé de l'or. La plupart du temps, quand on parle de cours d'or, c'est le cours en fait du contrat à terme le plus récent. Ouais, contrat futur, ouais. C'est ça. Les contrats futurs, on le souvient, ce sont des contrats, ce sont des produits dérivés dont en réalité, en fait, vous achetez l'obligation d'acheter ou de vendre un actif dans une période déterminée. Une période déterminée. Donc c'est ça réplique entre guillemets le cours de l'or, mais ce n'est pas exactement le cours de l'or. Exactement. Les contrats à terme sont souvent utilisés plus à usage professionnel, et c'est pour ça qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Exactement. C'est une option effectivement pour investir dans l'or, mais comme tu l'as dit, c'est pas le même genre de risque, et encore une fois, ça prend beaucoup plus de connaissances parce que comme tu l'as mentionné, c'est un contrat. Donc techniquement, si j'ai acheté mon contrat et qui tombe à expiration, mettons on est en janvier, là, au début du mois de février, mais techniquement, je prends possession d'une quantité d'or physique qui est livrable et que je dois aller chercher, aller récupérer, aller obtenir. Donc, c'est un fonds d'instruments financiers très pertinent et très transigé, mais beaucoup, encore une fois, par des grandes compagnies, par des grandes banques, etc. Oui, c'est ça, c'est plus un usage professionnel, et je vois mal le petit trader aller acheter là-dessus. Parce qu'encore une fois, et c'est ça en réalité, le cours de l'or, c'est toujours, quand on voyait par exemple, vous lisez les cours de l'or à la bourse dans le journal ou maintenant plus par internet, c'est le cours du contrat à terme le plus récent, là, essentiellement. L'option, et puis je pense que tu voulais me parler là. Ouais, mais il y avait une dernière option qui était quand même, puis ça c'était un petit peu, moi j'appelle ça en anglais on dit outside the box, think outside the box, c'était pas quelque chose que j'avais pensé, mais c'est également le fait de dire, mais vous pourriez également vous exposer à l'or en achetant des parts, donc en achetant des actions dans des compagnies minières. Encore une fois, on a fait un épisode sur l'investissement socialement responsable. Là, c'est pas quelque chose qui est, si on peut dire, le plus écologique et le plus environnemental de ce monde. C'est pas le genre d'investissement, si on peut dire, qui est souvent très bien vu. Personnellement, moi, c'est également mon avis. Donc, le fait d'acheter dans les compagnies minières, c'est une option. Encore une fois, un petit peu comme les contrats futurs, on la soulève. Est-ce que c'est ce qui est le mieux pour vous? Posez-vous des questions, bien évidemment, là, avant d'acquérir des actions de ce genre de l'industrie minière, parce que, un petit peu comme l'industrie pétrolière et même l'armement, d'une certaine manière, c'est souvent ce qui est ciblé comme étant des industries qui ne sont pas nécessairement des industries d'avenir, si on peut dire, qui ne sont pas valorisées dans votre portefeuille pour dire, ben vous êtes quelqu'un de socialement responsable. Définitivement, c'est sûr que l'industrie du minage, évidemment, est soumise à énormément de controverses. C'est sûr que, vous le savez, les grands pays qui fabriquent, en fait, qui produisent de l'or sont plutôt des pays de l'hémisphère sud, et donc, par définition, souvent plus pauvres, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est là où des pays, on voit aussi de l'exploitation des enfants, etc. Il y a énormément de documentaires, par exemple en Amérique du Sud, où tu as des gamins à 12 ans qui vont chercher de l'or dans la mine. C'est un peu ça le problème, c'est le fait justement que c'est souvent des pays et des compagnies qui sont fondées dans l'hémisphère nord qui vont bénéficier, si on peut dire, des ressources de l'hémisphère sud. On parle souvent, encore une fois, du continent africain et de l'Amérique latine. Donc c'est un concept qui est très problématique et très controversé et qui, encore une fois, est en grande réflexion. Là. Donc, on voulait le soulever parce que ça fait partie. On veut couvrir vraiment de manière la plus honnête possible l'ensemble des options pour s'exposer à l'or. Ce n'est clairement pas la meilleure. On va s'entendre à la base en termes de rendement, en termes de réplication de la valeur de l'or des compagnies minières, c'est pas la meilleure du tout. Mais en plus de ça, c'est pas socialement responsable. C'est pas très intéressant. Puis c'est pas parfait, effectivement, c'est sûr, en termes de réplication, parce que non seulement vous êtes soumis effectivement au prix de l'or, parce que c'est vrai qu'on va pas se le cacher, il y a quand même une corrélation qui existe entre prix de l'or et valeur marchande, valeur boursière, en fait, capitalisation boursière des entreprises du secteur minier. Mais c'est pas parfait, parce que la compagnie, vous avez beau avoir le meilleur stock d'or, si vous savez pas l'extraire, bah c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Je le vois de cette façon-là. Dernier point quand même qui est assez important aussi au niveau du secteur minier, c'est vrai que c'est une industrie aussi qui est très, on va dire, soumise à beaucoup de risques. Parce que c'est vrai que souvent on dit, ah oui, on a fait des premiers examens de ce filon-là en Afrique, ou par exemple, ou dans le... Je suivais quand j'étais gamin, je sais pas si tu avais ça là sur Discovery, là, avec les gars en Alaska, là, ils brassent des centaines de litres d'eau, etc., des orpailleurs, là, je sais plus comment on appelle ça. Et souvent, des fois, tu as tendance à t'extasier, ah oui, on a trouvé de l'or dans telle rivière. Puis en fait, à chaque fois, c'est un espèce de scam, là, où c'est un type qui tire avec un fusil de la poudre d'or. Donc c'est vrai que des fois, là, il y a beaucoup de sensationnalisme aussi dans cette industrie-là. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. L'or, c'est un actif de diversification qui peut être pertinent, mais qui est quand même
là encore une fois, soumises à certains risques. Faites vos recherches encore une fois avant d'investir. Exactement. Donc, c'est ce qui conclut aujourd'hui notre épisode du podcast L'État financier. Donc, je vais laisser Gab également faire le petit mot de la fin, là, comme d'habitude, là, pour conclure l'épisode. Encore une fois, moi, le seul point que je veux soulever, encore une fois, merci beaucoup pour vos écoutes. Là. Vous êtes fidèles au poste à chaque semaine et on est toujours aussi content de continuer là, avec la nouvelle saison qui va bon train, encore une fois, là, et qui est remplie de sujets pertinents qu'on peut avoir pour les prochaines semaines, encore une fois. Oui, une grosse pensée aussi pour Locan, avec qui on avait fait un podcast aussi où j'avais participé à un de ces podcasts. Puis je dois avouer a quand même, pas mal contribué à la réussite du podcast ces dernières semaines. Là, nos stats ont vraiment augmenté. On est très, très content de rejoindre encore plus de monde à travers notre podcast. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment toujours à partager notre contenu, à mettre des pouces bleus. C'est sûr que pour le référencement sur YouTube, c'est important. Puis je pense que c'est la meilleure façon aussi de nous contacter parce que vous avez l'espace commentaire qui est dédié. Puis n'oubliez pas, on n'est pas disponible sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter chaque semaine, c'est toujours avec un grand plaisir. Alors bonne semaine à tous. Bonne semaine tout le monde.